François Hollande, le favori de l'élection. À l'issue d'une primaire à l'américaine, l'ancien compagnon de Ségolène Royal, François Hollande, père de leurs 4 enfants, a été élu pour représenter le Parti socialiste. Il n'est pas inutile cependant de rappeler que c'est Dominique Strauss-Kahn, alors toujours directeur du FMI, qui était le grand favori pour ces primaires. Il était régulièrement cité comme le meilleur adversaire de Nicolas Sarkozy au deuxième tour des élections, et les interviews qu'il avait accordées à la presse ne laissaient pas de doute sur ses intentions de se présenter pour être le candidat du Parti socialiste aux élections présidentielles. Cette candidature, devenue impossible, renseigne quand même sur le positionnement du Parti socialiste au moment de son entrée en campagne, en ce qui concerne l'Europe et les réponses à apporter à la crise européenne. Encadrement des dépenses publiques, austérité, rigueur, un programme qui n'est pas propre à déclencher l'enthousiasme des Français. Le Parti socialiste, un parti d'éléphants. Pour la plupart d'entre eux, les cadres dirigeants du parti sont issus de l'entourage proche de François Mitterrand, président socialiste de 1981 à 1995. C'est vrai pour François Hollande et Ségolène Royal, qui ont été respectivement chargés de mission et ministres sous le gouvernement Mitterrand. C'est également vrai pour Laurent Fabius, qui fut le plus jeune Premier ministre de la France en 1984, après avoir été ministre du Budget, et qui est aujourd'hui dans l'équipe de campagne de François Hollande. C'est aussi le cas de Jack Lang, qui fut ministre de la Culture de 1983 à 1984 et qui est actuellement le porte-parole de la campagne de François Hollande. C'est encore le cas de Martine Aubry, principale concurrente de François Hollande pour ses primaires, qui est la fille de Jacques Delors, ancien ministre du Budget et des Finances de Mitterrand. Peu de renouvellement donc au niveau des personnalités, que l'on appelle les éléphants du parti, avec la difficulté supplémentaire pour le candidat socialiste actuel, qu'il lui faut rendre des comptes à ses adversaires du bilan des années Mitterrand. Les années Mitterrand. Pour comprendre cette référence permanente dans la vie politique française à François Mitterrand, il faut se souvenir que la victoire aux élections présidentielles en mai 1981 du candidat socialiste est un tournant historique puisqu'elle ramène la gauche à la tête de l'État après 25 ans de gouvernement de droite. C'est une véritable gueule de bois pour la droite, après 25 ans d'exercice du pouvoir sans partage, d'autant plus que le Parti socialiste s'est allié pour les circonstances avec le Parti communiste, et qu'il y aura donc des ministres communistes au gouvernement. La formidable explosion de joie dans les rues qui suit l'apparition de Mitterrand sur les écrans de télévision, le soir de mai 1981, le désignant comme le vainqueur de ces élections, et les fêtes spontanées qui vont se dérouler toute la nuit dans les grandes villes françaises, contribueront également à inscrire dans les consciences de droite cette même date comme celle d'une défaite sans précédent. Cependant, le bilan des années Mitterrand est ambigu. Les 2 premières années ont vu d'incontestables avancées sociales. Augmentation du salaire minimum, semaine de 39 heures au lieu de 40, augmentation des retraites, 5e semaine de congés payés, abolition de la peine de mort. Mais en 1983, le gouvernement se laisse convaincre de la nécessité d'une politique économique d'austérité, et c'est le tournant de la rigueur, annoncé par le ministre de l'économie d'alors, Jacques Delors. La rigueur dont on parlait en 1983 ressemble fort à l'austérité dont presque tous se réclament aujourd'hui, et c'est un terme qui n'a guère quitté depuis le vocabulaire économique des médias français et des hommes politiques. Le souvenir des années Mitterrand est donc double. C'est le souvenir de l'espoir immense suscité par l'arrivée de la gauche au pouvoir pour une majorité de Français, mais aussi de la transformation du Parti socialiste en un parti de gouvernement, acquis progressivement aux valeurs du libéralisme. C'est ainsi qu'en 14 ans d'exercice du pouvoir sous François Mitterrand, le Parti socialiste est devenu le parti des classes moyennes et de la petite bourgeoisie, tandis qu'il s'est éloigné de son électorat populaire, les ouvriers. Il est peu probable que l'austérité et la règle d'or, qui sont encore aujourd'hui le programme du Parti socialiste, soient de nature à séduire cet électorat perdu, celui-là même qui a vécu la conversion du Parti socialiste aux vertus du marché et de la rigueur comme une trahison. Quelle stratégie pour François Hollande? Il peut bien sûr compter sur l'impopularité du président actuel, le phénomène du tout sauf Sarkozy. Dans l'hypothèse où François Hollande et Nicolas Sarkozy s'affronteraient au 2e tour des présidentielles, le candidat socialiste est largement en tête dans les sondages. Il peut aussi compter sur un capital de sympathie qui va à sa personne. C'est un homme tranquille, ce n'est pas un affairiste, il a une réputation d'honnêteté.
Pour l'instant, celui qui déclarait il y a peu de temps dans la presse qu'il serait un président normal s'efforce de rassurer les Français sans effrayer les marchés financiers. C'est ainsi qu'en meeting, il s'enflamme contre la finance, l'adversaire sans visage, l'adversaire sans adresse, tandis qu'il court rassurer les milieux d'affaires à la City de Londres. Vous n'avez rien à craindre de la France, aurait-il déclaré lors d'un déplacement dans la capitale britannique, selon le Guardian. Pour le reste du programme, il est question d'une augmentation du nombre d'enseignants, plus 60 000 postes, d'une revalorisation des corps intermédiaires dans la société, comme par exemple les syndicats, d'une moralisation de la vie politique, de la possibilité de partir en retraite dès 60 ans pour les travailleurs ayant commencé à travailler très jeunes. Des mesures plus qu'un vrai projet. En ce qui concerne le nucléaire, les propositions manquent d'audace. S'il est question de fermer la centrale de Fessenheim, la plus ancienne de France, et qui est située sur une zone sismique, il n'est pas envisagé de sortie définitive du nucléaire, même si l'on promet de faire la part belle aux énergies renouvelables. Force est d'ailleurs de souligner que le Parti socialiste n'a jamais été très visionnaire en matière d'écologie, et que les gouvernements socialistes, comme les gouvernements de droite, n'ont jamais voulu d'une consultation des Français sur le nucléaire. Sur les accords européens, François Hollande parle de renégociation. Mais il fait partie de ces socialistes qui ont voté sans état d'âme tous les accords européens de ces 20 dernières années. La question est posée. François Hollande, parfois surnommé par une partie de la gauche Hollandréou, contraction de Hollande et Papandréou, a-t-il tiré quelques enseignements de la crise grecque? Ce n'est pas impossible, d'autant plus que ces élections voient émerger une nouvelle gauche, en rupture avec le Parti socialiste, autour d'un orateur Jean-Luc Mélenchon, lui aussi issu de l'entourage de François Mitterrand, que toutes couleurs politiques confondues, on s'accorde à trouver remarquable, et dont les meetings font salle pleine. Et il faut reconnaître que plus la gauche radicale progresse dans les sondages, plus le programme de François Hollande vire à gauche. C'est ainsi qu'il a récemment proposé l'imposition à 75% des revenus excédant 1 million d'euros annuels. Proposition qui ressemble fort à celle avancée par Jean-Luc Mélenchon. La campagne de François Hollande semble donc condamnée à évoluer, si elle veut tenir tête à une droite très combative, et convaincre face à une gauche antilibérale très décidée.